Bien, bonjour à tous. Je suis Henri Dalin, je suis le président du groupe Grand Alexander et je suis ravi de vous accueillir nombreux à ce webinaire. Comment engager ses équipes pour transformer son organisation? Un sujet ô combien d'actualité. Je lisais récemment que 60% des entreprises se sont ces 12 derniers mois engagées dans des programmes de transformation. Je le disais à l'instant, un programme ou un sujet franchement d'actualité. Alors ce matin, pour vous accueillir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, et je la remercie vivement d'avoir accepté notre invitation, Stéphanie Lagal-Baranez, qui est la directrice générale d'Opcodesi. Stéphanie, bienvenue et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci à vous. Par ailleurs, Anne-Laure Pams, qui est directrice de la Practice Leadership Development. Bonjour Anne-Laure et bienvenue. Merci à toi Bonjour. d'être avec nous. Merci. Emmanuel Farran. Emmanuel, on ne la voit pas pour le moment à l'écran. Emmanuel Farran est la directrice du marketing et de la communication du groupe Grand Alexander. Emmanuel, bienvenue et merci à toi pour l'organisation de ce séminaire. Et enfin, Bruno Chintron qui mènera les débats aujourd'hui. Bruno est en charge de Role Crafting, notre organisation accompagnement à la transformation des organisations. Bruno donc, nous a rejoint récemment dans le cadre du rachat de la société Role Crafting. Alors, Grand Alexander, c'est un groupe composé de 3 activités. L'activité historique, qui est la chasse de tête, pour les dirigeants, ce qu'on appelle les exécutifs. L'activité la plus récente au sein du groupe Grand Alexander, c'est l'activité du management de transition. Et enfin, la troisième activité, c'est l'activité de conseil. Cette activité de conseil, elle se divise en deux branches. D'une part, le leadership development, qui est représenté par Anne-Laure Pams, et d'autre part, l'activité accompagnement et transformation des organisations, qui est donc représentée aujourd'hui par Bruno Chintron à travers le dispositif ou le programme Role Crafting que nous allons vous présenter. Ce matin, Bruno, je te passe la parole. Quel est le contexte? Je disais à l'instant que le sujet, c'est la transformation des organisations. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contexte? Oui, avec grand plaisir, Henri. Et bonjour à tous et vraiment ravi d'être là avec vous, avec Madame Lagal-Baranès, avec Henri, avec Anne-Laure et surtout avec vous. Merci de vous être connectés de si bon matin. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est évidemment celui de la transformation des organisations. Comme disait Henri, les transformations, elles sont partout. Il y a des fusions d'entreprises, il y a des restructurations. Certains d'entre vous passent de plusieurs sites à moins de sites. Il y a des déploiements de stratégies digitales, il y a des déploiements de politiques RPS. Henri donnait un chiffre, 60%. Je voudrais partager avec vous 2 chiffres et une image. 56% des dirigeants aujourd'hui, d'après une étude de Gartner Group, font des transformations l'une de leurs top priorités de 2021. Et en même temps, ces dirigeants, ils sont 800, ils nous disent, mais dans 36% de ces dirigeants nous disent les employés sont usés, nos collaborateurs sont usés et ce n'est pas facile pour les équipes. Et l'image que je voulais partager avec vous, c'est celle d'un bateau. C'est celle d'un bateau. À l'avant du bateau, il y a vos équipes, il y a vos collaborateurs, il y a vous-même aussi à la barre du bateau. Et puis, il y a des gens à l'avant du bateau. Et à l'avant du bateau, il y a des fois, ça remue, il y a des vagues, et il y a des gens qui se prennent des paquets d'eau dans la figure. Et ces paquets d'eau dans la figure, eh bien, ça use. Surtout si c'est toujours les mêmes paquets d'eau et puis que le bateau fait le tour du monde et on a l'impression qu'il n'y a pas d'escale. Et ce sentiment de ça s'arrête jamais, c'est un sentiment qui est de plus en plus prégnant aujourd'hui dans les collaborateurs auxquels on parle. L'image que je vous ai donnée, elle ne vient pas de moi, elle vient des séminaires qu'on anime et elle revient très très souvent dans les séminaires de transformation qu'on anime. Donc la question qu'on veut partager avec vous aujourd'hui et sur laquelle on va réfléchir et que Madame Lagal-Baranès va
nous aider aussi à illustrer, c'est comment on fait dans ce contexte-là pour embarquer les collaborateurs. Alors ça, c'est la question du point de vue des dirigeants. Maintenant, si on se met dans la peau des équipes, les équipes, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient des indicateurs, elles voient des discours, elles savent que l'entreprise doit progresser sur certains indicateurs. Il faut faire plus de chiffre d'affaires, il faut faire moins de coûts, il faut faire plus de productivité. Et les équipes, elles se disent, mais je vois bien l'intérêt de l'entreprise, mais quel est l'intérêt pour moi? Et cette question-là, on a QIPM, elle est prégnante, et il faut qu'on invente aujourd'hui, il faut que tous ensemble, on travaille à déployer de nouvelles méthodes pour arriver à embarquer les collaborateurs en leur faisant, en les aidant à construire le sens de leur rôle et à bien comprendre quel est l'intérêt pour eux. Vous voyez, pour illustrer ces propos, on a fait une petite recherche sur Google et on l'a fait 2 fois. On l'a fait avant le premier confinement et on l'a fait aujourd'hui. Et quand vous tapez 3 mots sur Google, vous voyez l'écran, mon travail est, 3 petits points, et on regarde les recherches spontanées sur Google. Donc avant le premier confinement, ce qu'on voyait, c'est mon travail est trop dur, mon travail est trop physique, mon travail est inutile, etc. Mon travail et une passion, ça arrivait quand même avant le premier confinement. Ça arrivait, mais c'était en dernière position, vous le voyez. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Si on tape mon travail est, on va retrouver certaines choses et puis il y a des éléments nouveaux qui apparaissent. Ce qu'on retrouve, c'est que mon travail est trop difficile, ça c'est comme avant. Donc il y a toujours des gens qui continuent à être noyés dans le système. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on voit, vous voyez, mon travail est à plus de 10 km, mon travail est à plus de 30 km. Et ça, c'est curieux, c'est dans les recherches les plus fréquentes sur Google aujourd'hui. Pourquoi? Il commence à y avoir des gens qui disent souffrir du temps de trajet. C'est tout bête, mais il faut se déplacer du domicile au bureau. On avait pris l'habitude du télétravail et ça devient plus compliqué aujourd'hui psychologiquement pour les gens, littéralement de reprendre le chemin physique du travail. Ça renforce le fait qu'il faut vraiment être très très attentif à la manière dont on va embarquer les collaborateurs et spécialement dont on va les embarquer à la rentrée dès le mois de septembre. Vous avez dans le chat la possibilité de réagir et de réagir à ces données et puis de rajouter d'autres commentaires ou de nous poser d'autres questions au fur et à mesure et puis on y répondra à la fin. Donc vous voyez ici, il y a vraiment un problème on va dire, d'organisation du travail, mais même plus que d'organisation du travail, d'organisation des rôles. Et donc comment embarquer les gens dans la transformation? Ben, peut-être qu'un levier, ça peut être de construire des rôles qui font sens pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Le besoin est évident, on voit bien ce qu'il y a sur Google. L'idée qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut construire des trèfles à 4 feuilles, c'est-à-dire des rôles qui font sens, vous voyez, à la fois pour les personnes et pour l'entreprise. Des rôles qui permettent d'utiliser au mieux les compétences et les motivations des personnes, c'est les 2 feuilles de droite du trèfle, et des rôles qui permettent aussi de répondre aux objectifs de l'entreprise et de répondre et d'utiliser au mieux les ressources de l'organisation. Donc ces rôles trèfle à 4 feuilles, on voit qu'il y en a besoin aujourd'hui dans les entreprises. On voit sur Google qu'ils ne sont pas si fréquents que ça. Et ce qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous, c'est une tentative, plus qu'une tentative, c'est un projet qui s'appelle Rôle et compétences et que Madame Lagal-Baranès a lancé chez Opco2i. Stéphanie, on est vraiment ravis de vous accueillir. Vraiment un grand merci d'être là et d'avoir accepté de témoigner sur un sujet qui nous préoccupe tous et qui n'est pas facile. Donc voici
la parole est à vous. Et peut-être pour démarrer, si vous le voulez bien, je vais afficher quelques questions. Mais la première, c'est dans quel contexte vous avez voulu lancer ce projet? Oui, merci Bruno. Peut-être un mot sur OPCO2I. Je ne doute pas que chacun soit bien au fait de ce que c'est qu'un OPCO, mais au cas où. Et puis surtout, s'il y a des gens des secteurs industriels qui n'auraient pas saisi ce qu'est OPCO2I, là, faut me contacter parce que ça veut dire qu'on n'a pas encore terminé notre transformation. Donc, OPCO2I, c'est un opérateur de compétences. Ce sont les anciens OPCA qui ont été créés suite à la loi Avenir professionnel de 2018. Qui ont été rassemblés par grandes filières économiques en cohérence économique et sociale. Donc, il y a un OPCO pour les secteurs de la construction, du bâtiment, pour les secteurs du commerce, pour les secteurs du conseil, pour les secteurs de la santé et puis pour les secteurs industriels. Donc, on est 11 OPCO aujourd'hui. Donc, ça, c'est le contexte déjà de création d'OPCO2I. Quelques chiffres, on travaille pour 70 000 entreprises industrielles sur tout le territoire. Il y a 1,8 milliard de fonds gérés sur le périmètre d'OPCO2I, ce qui est donc une grosse machine financière pour 3 millions de salariés des secteurs industriels. Nos missions, elles sont de financer les problématiques emploi-formation des entreprises industrielles à travers l'alternance ou le plan de développement des compétences, et puis aussi de développer, déployer des missions auprès des branches industrielles sur les thématiques de prospective, sur les thématiques de certification, construction de certification professionnelle, et puis sur les thématiques de promotion et d'attractivité des métiers. Donc, rien qu'en présentant OPCO2I, j'ai déjà donné un des éléments de contexte qui est qu'on s'est créé en fin 2018 et de façon opérationnelle au 1er janvier 2020. Et ça, c'est un des éléments de notre contexte. On a changé de métier pour la plupart des collaborateurs de l'entité. On a changé de métier et on est en train de changer de métier puisqu'on passe d'un métier très administratif, je caricature parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais à un métier de conseil auprès des entreprises. Et puis enfin, dernier élément de contexte, c'est le Covid, puisqu'on enclenche cette transformation. Et au bout de 3 mois, il y a le contexte Covid qui fait que les équipes ne peuvent pas se rencontrer, qui fait qu'on est obligé de mettre en place, comme tout le monde, du télétravail de façon urgente. Donc voilà pour nos éléments de contexte, Bruno. Je ne sais pas si je m'arrête là, si c'est suffisamment clair, mais on a à peu près tous les ingrédients. Si j'en ai un autre, vous avez pris l'image du bateau que j'aime bien. Quand il y a des paquets de mer et que le vent forcit, ce qui peut maintenir les équipes mobilisées, c'est quand même le cap, garder le cap. Et une des difficultés supplémentaires dans notre contexte, c'est que le cap, la cible, elle est mouvante dans notre contexte, puisqu'on a eu quelques arbitrages de Bercy qui ont modifié la donne financière tout au long de l'année, et que de nouveau, je sais qu'en 2023, je vais devoir changer l'organisation, mais à l'heure où on se parle, je ne sais pas exactement quel sera l'atterrissage de cette organisation, puisque c'est une demande de l'État qui dépend d'une négociation de nos partenaires sociaux. Donc, en plus, dans notre contexte, une difficulté à garder un cap, ou plus exactement à savoir si ce cap est définitivement et durablement le bon. Merci beaucoup, Stéphanie. Je suis sûr que beaucoup des personnes qui nous écoutent, doivent se reconnaître dans des choses que vous avez dites. Un cap mouvant, un changement de métier, la crise du Covid, des réformes aussi. C'est une sacrée brochette de défis que vous avez sur la table. On comprend que vous aviez de grands enjeux à cette époque. Est-ce que vous voulez développer ces enjeux davantage? Oui, ces enjeux, c'était la continuité de service auprès des entreprises. Hein, comme souvent, lorsqu'une organisation se transforme, ce n'est pas tellement l'affaire, et ça ne doit pas être l'affaire, la préoccupation du client. Ça doit le plus possible rester
dans la coulisse. Donc, continuité de service, même si changement de métier, ce qui supposait quand même qu'on fasse beaucoup de pédagogie auprès des clients pour leur expliquer que ce métier changeait et que l'accompagnement, certes, s'il y avait un fil rouge, il allait, au fil du temps, devoir être aménagé pour entrer en conformité avec nouvelles missions. Donc, cette continuité de service, ça, c'était un impératif absolu. Deuxième enjeu, c'était de piloter l'activité avec des enjeux financiers forts et nouveaux. Tout ça sur fond de cohabitation de systèmes d'infos différents. Ça aussi, je suis sûre que ça parle à beaucoup. Et puis, on n'est pas très loin d'arriver au sujet compétences des salariés, puisque derrière ces systèmes d'infos, eh bien, j'avais des collaborateurs en compétences exclusives sur l'un ou sur l'autre et pas forcément aux endroits souhaités. Et puis, j'ajouterais aussi dans les enjeux notre capacité à embarquer aussi notre gouvernance, puisque elle-même devait s'approprier la réforme et devait s'approprier son nouveau positionnement. J'ai dit tout à l'heure que les OPCO s'étaient créés sur des champs de cohérence économique et sociale, ce qui suppose aussi que les représentants de ces secteurs apprennent à travailler ensemble, se découvrent et balayent peut-être quelques craintes de leur côté à travailler ensemble. C'est aussi une transformation pour le niveau de ma gouvernance. Donc, enjeu de continuité de service, enjeu de SI, enjeu de gouvernance. Là aussi, je pense que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître. Et quelle était à l'époque votre relation avec Grant Alexander? Excellente. La relation, elle a démarré fin 2019. Au moment de nos opérations de fusion, puisqu'on a fusionné à peu près 30 structures pour en créer 13. Moi, j'ai été nommée à ce moment-là et j'ai désigné mon comité de direction à ce moment-là et j'ai très vite ressenti le besoin d'avoir recours à vos compétences, à votre expertise et à votre service pour déjà faire un travail de mobilisation des membres du CODIR. C'était un CODIR un peu particulier, certes choisi, mais choisi parmi les équipes en place, qui elles-mêmes avaient un métier, un périmètre d'intervention différent. Donc, ça a été une brique essentielle, une brique de départ essentielle de travailler déjà ce CODIR sur ses missions, sur ses compétences, sur sa motivation et sa capacité aussi à travailler en transverse, qui est un sujet qui est sans fin finalement, hein, qui s'entretient en permanence, a fortiori dans les étapes suivantes de transformation et d'embarquement des équipes. Donc c'est comme ça que la relation avec Grant a démarré sur le sujet de l'accompagnement du comité de direction. Ça, c'est un travail que vous aviez fait avec Anne-Laure Pams, Oui, qui est responsable de la practice Leadership Development. absolument. C'est effectivement un travail, un peu une brique de démarrage pour l'ensemble, parce que comme l'a dit Stéphanie, cette méga fusion, elle impactait tous les étages. Et les premières fondations étaient effectivement de travailler sur l'équipe de direction pour pouvoir mener la suite. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles on a continué. Hein. C'était une continuité assez logique de poursuivre sur le projet d'accompagnement de la transformation. Et ce qui a conforté le choix, c'est la démarche rôle et compétences tout à fait assez directement opérationnelle. Voilà, ce n'était pas une démarche conceptuelle sur l'accompagnement des transformations. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est son caractère opérationnel et sa dimension à la fois collective, ce que vous avez dit, Bruno, c'est-à-dire comment engager les niveaux collectifs, et je les mets bien au pluriel, par direction, par équipe, et les niveaux individuels, c'est-à-dire ne pas gommer le fait qu'un collectif est formé d'individus qui ont leurs caractéristiques personnelles, qui, dans un contexte de fusion, ont leur culture personnelle forte, leur historique fort, et qu'il faut tenir compte de tout ça pour assurer l'engagement du collectif.
Donc, je ne sais pas si derrière, on va voir des exemples plus visuels, justement. Afficher, Stéphanie, pour illustrer ce que vous venez de dire, c'est peut-être ce schéma-là? Oui, alors ça c'est ce qui a été aussi tout à fait intéressant, c'est de prendre en compte le fait que engager une transformation, ça part d'individus qui ont un état d'esprit et une capacité à mettre le pied à l'étrier d'une transformation. Et que l'addition de ces capacités, de ces états d'esprit donne une espèce de température, permet à la décision de s'appuyer sur une prise de température pour voir d'où on part. Ça pose un diagnostic sur cette capacité et cet état d'esprit. J'insiste aussi sur l'état d'esprit, ce qu'on voyait dans ce que vous montriez tout à l'heure, Bruno, ce qu'on voit sur Google, ça démontre un peu l'état d'esprit. Et j'en conclus de ce que vous nous avez montré qu'il n'est pas collectivement très brillant. Donc, c'était important d'objectiver ce diagnostic et de voir les différents niveaux, les fondamentaux de ce diagnostic pour continuer à avancer. Autrement dit, si les valeurs dites socles là, sur la diapositive qui apparaît n'étaient pas bons, ça ne sert pas à grand-chose de s'attaquer tout de suite à des virages opérationnels de transformation trop importants. Ça veut dire qu'il faut travailler ces valeurs et le sens du rôle au niveau de l'individu. Ça, c'était fait pour ce qui nous concerne. Chez 2i, on avait travaillé nos valeurs et votre mission nous a démontré qu'il y avait une très forte adhésion des collectifs et des individus à ces valeurs. Donc, cette vérification faite nous autorisait à aller plus loin dans le process de transformation. Donc ça a été décisif pour nous pour avancer. Ça permet aussi ensuite, par le côté très visuel des scanners qu'on va sans doute voir aussi, Bruno, d'engager les managers. Parce que souvent, dans un process de transformation, comme ça concerne tout le monde, ça peut aussi concerner personne. C'est un des dangers possibles. Et là, le fait de montrer de façon très visuelle les niveaux d'adhésion, les opportunités, les risques par équipe et par effet d'addition d'individus, ça permet aussi d'embarquer les managers. Ils se sentent plus concernés parce qu'on va le faire sur leurs propres équipes. Et il y a la force de la comparaison qui conduit aussi à engager des réflexions de type pourquoi ça marche dans mon équipe sur tel groupe et pas sur tel autre, ou pourquoi ça va sur une maille plus large, pourquoi ça marche dans telle région et pas sur telle autre. Et quand on gratte les explications, on arrive sur des explications culturelles. Post-fusion, je vais avoir des zones qui sont plus marquées par une culture que par une autre. Je vais toucher à des outils, je vais toucher à du management. Donc voilà, on a toutes les causes possibles qui sont identifiées quand on exploite ensuite le caractère très visuel des scanners. Merci beaucoup Stéphanie, en particulier d'avoir insisté sur... on a voulu essayer de faire quelque chose de très pratique, j'allais dire même de très pratico-pratique. Comme le dit Stéphanie, on a voulu scanner l'organisation, mais la scanner du double point de vue des personnes, et on va vous montrer ça dans quelques minutes. La scanner du point de vue des personnes et puis la scanner aussi du point de vue de l'organisation elle-même et des contraintes collectives de l'organisation. Et l'idée, c'était de mesurer des niveaux d'engagement croissants dans le changement, à la fois du point de vue de l'organisation et du point de vue des personnes. Comme l'a dit Stéphanie, pour que le changement réussisse, il fallait vérifier les valeurs de l'organisation et leur appropriation par les équipes. Mais en parallèle, on a voulu vérifier le sens des rôles des gens. Est-ce que les gens pensent qu'ils ont un rôle qui fait sens aujourd'hui ? Et quand on a coché qu'on avait les bases, on avait les fondamentaux sur le sens des rôles et sur les valeurs, petit à petit, on a essayé d'aborder d'autres dimensions de plus en plus engageantes dans la transformation. Donc, on a mesuré la possibilité collective d'agir et la possibilité individuelle de chaque personne d'agir. Et puis, on a travaillé également sur le vouloir agir, le vouloir collectif et le vouloir individuel. Et après, sur le mouvement, sur l'engagement directement, sur l'adhésion dans le changement.
aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Alors, pour rendre ça plus concret et plus visuel, on va partager des rendus digitaux. Alors, le processus a été très simple. C'est qu'on a commencé avec les équipes d'Opco2i et Anne-Laure aussi, à construire un questionnaire pour mesurer toutes ces dimensions de la transformation que vous venez de voir avec cette double hélice. Moi, si je peux intervenir, Bruno, sur ce questionnaire, ce qui est fondamental, c'est que c'était vraiment de le personnaliser. Il y a des tas de questionnaires qui existent un peu tout faits. Là, l'idée était vraiment de coller au plus proche des problématiques. Donc, c'était vraiment un travail en amont. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a quand même mis au point une gouvernance de projet, des RH, des opérationnels, le Grand Alexander, de façon à pouvoir vraiment piloter de façon objective aussi ce projet. Et le questionnaire était déjà un point fondamental dans cette transformation-là, puisque c'était vraiment collé aux problématiques pures et scanner l'ensemble des dimensions qu'il fallait investiguer pour être sûr de bien mener la transformation. Oui, le questionnaire a été construit sur les dimensions repérées comme critiques par la gouvernance de projet. Il était construit à partir de notre bibliothèque d'algorithmes, mais aussi customisé évidemment en fonction des besoins d'Opco2i. Ça nous a mis 2 semaines. Et puis ensuite, on a démarré, c'est un anniversaire d'ailleurs Stéphanie, parce qu'on a démarré l'envoi de ce questionnaire, c'était tout début juillet, et les équipes ont eu jusqu'en juillet et août. Donc c'est un pari quand même, hein. On a fait ça en juillet et en août, et les gens ont répondu à ce questionnaire. Ce qui nous a impressionné, c'est que même dans la période de juillet et août, on a eu un taux de réponse de 83%. Et donc, 500 personnes, imaginez 500 personnes, et 83% répondent au mois de juillet et au mois d'août. Et alors, voici à quoi ressemblaient les livrables. Alors, ce ne sont pas les livrables d'Opco2i, hein, évidemment, parce que... Il y avait plus de rouge. Il y avait plus de ronds aussi, Stéphanie, il y avait beaucoup plus de personnes. Donc là, c'est un exemple sur une société qui est beaucoup plus petite. C'est une société de 150 personnes, il y en avait 500 dans le cas d'Opco2i. Et vous voyez, l'idée, c'était de pouvoir scanner l'organisation comme on scanne un corps humain. Donc on s'est un peu inspiré de l'imagerie médicale. Donc vous voyez ici, entité 1, imaginez que ça soit une de vos filiales, par exemple. Je clique dessus et paf, on va ouvrir les différents sites et on va rentrer à l'intérieur des sites. On peut rentrer à l'intérieur des sites. Vous voyez que sur ce site, il y a des équipes techniques, administratives, de direction. On peut dézoomer et on va aller se balader comme ça sur un autre site où il y a encore plus d'équipes. Chaque petit rond de couleur représente une personne, un rôle. Donc, vous voyez, je dézoome et on peut explorer le corps social de l'entreprise. Alors, ici, vous voyez, on peut varier les angles de coupe. Comme dans un vrai scanner, on va multiplier les angles et on peut scanner chaque rôle selon une cinquantaine de dimensions différentes. Par exemple, un sujet qui tient à cœur en général aux dirigeants, c'est l'ouverture au changement. Est-ce que mes équipes sont ouvertes au changement? Donc, vous voyez ici, on voit apparaître des points rouges. Donc, c'est ce que disait Stéphanie en plaisantant tout à l'heure. Et de temps en temps, on voit sur certaines dimensions apparaître des dimensions rouges. Et on peut regarder d'ailleurs si les gens sont ouverts au changement individuellement. Ici, ils disent oui à 73%. Donc, c'est de l'autodéclaratif. Donc, les gens vont se surévaluer, évidemment. Ce qu'on peut faire, c'est on peut leur demander si le reste de leurs équipes est ouverte au changement. Là, c'est ce que je viens de faire. Et vous voyez que les notes se dégradent. Seulement 60% des gens pensent que leurs équipes sont ouvertes au changement. Mais eux, bien sûr, ils veulent changer à 73%. Donc, en croisant en fait 500 points de vue sur l'organisation, on va corriger les biais de perception des uns et des autres. Et jusqu'à identifier
les points chauds qui comptent, les points chauds les plus importants, c'est-à-dire ceux sur lesquels il faut vraiment agir. Alors, dans le cas de cette entreprise, qui n'est pas au Podosi, mais qui est vraiment un cas fictif pour protéger la confidentialité des données de Podosi, il y a un véritable sujet sur l'informatique. Donc, vous voyez, je suis en train de scanner une des 50 dimensions et je vais prendre celle-là. Le lien entre la stratégie business et la stratégie du SI, et on voit arriver une multitude de sujets d'intégration du SI. Ça, c'est le cas anonymisé d'une entreprise qui fusionne 5 sociétés et qui fusionne 5 SI différents. Et on voit exactement où, dans quelle filiale et sur quel site il faut agir sur le SI. Donc voilà ce qu'on a fait sur 2i. C'est un outil qui permet de détecter de manière accélérée. Au bout d'un mois et demi, on peut avoir une vision scanner de l'ensemble de l'organisation. Donc de manière accélérée et très très approfondie, les véritables leviers sur lesquels il faut agir pour réussir la transformation. Ce qu'on a fait également, c'est qu'en même temps qu'on analyse les points chauds, ce qu'on a fait pour 2i, c'est qu'on récupère des propositions d'amélioration des gens. On demande aux gens, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour que votre rôle ait plus de sens? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que vous ayez plus d'autonomie, plus de relations avec les autres, pour que vous puissiez développer vos compétences? Et les gens font des propositions. Et vous voyez ici des verbatims qui remontent. Là, c'était une étude multilingue, donc c'était en français et en italien. Et l'outil va permettre d'analyser très rapidement, de trier, par exemple, c'est ce que je suis en train de faire, de trier tous les verbatims des gens dans des fonctions administration sur le site 2, je ne sais pas s'il y en a, sur le site 10, il n'y en a pas. Bon, je vais prendre autre chose que les fonctions d'administration. Je vais prendre des fonctions commerciales en espérant en trouver, rater. Alors, voilà par exemple tous les verbatims du site 10 triés par thème. Chaque couleur correspond à un thème. Donc très très vite, on va repérer les actions principales que proposent les gens. Et ça veut dire qu'on a fait remonter vers la gouvernance projet d'Opco2i beaucoup de propositions du terrain. Peut-être qu'on peut repasser la main à Stéphanie pour nous faire son feedback sur le rôle scanner. Oui, les étapes importantes après ce travail, ça a été la restitution auprès du comité de direction et auprès des directeurs régionaux, puisque là s'enclenche, enfin en tout cas pour nous, un plan d'action et il était majeur que tout le monde comprenne bien l'exercice, les objectifs de l'exercice et les résultats de l'exercice à moyen terme à travers ce que Bruno vient d'évoquer, je vais y revenir, mais aussi immédiatement parce que, encore une fois, c'est une matière très riche à disposition des managers et sur chacun des items, le manager avait déjà à sa main plusieurs leviers d'amélioration. Je pense par exemple à des aspects de précision d'organisation, à des aspects de communication interne, à des aspects de formation sur certaines thématiques. On a évoqué les systèmes d'info tout à l'heure, donc certaines équipes avaient besoin de renforcement sur la maîtrise des applicatifs de gestion. Bon voilà, donc ça a été très important et on l'a fait effectivement au retour de l'été en première étape. La deuxième étape, ça a été de lancer des groupes de travail auprès des collaborateurs sur les thématiques
que Bruno a évoquées, mais si je résume, c'est qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, améliorer. Donc cette étape, elle a été menée sur les deux grands métiers de notre entreprise, le conseil et la gestion. Et elle a été menée sur tous les territoires. Tout le monde a été concerné. Cette deuxième étape a donné lieu à une matière très dense qu'il nous a fallu catégoriser, trier, prioriser pour la suite. Donc ça, c'est des étapes aussi très importantes parce que les collaborateurs, quand on commence à les interroger sur le thème « qu'est-ce qu'il faut pour aller mieux ?», ils ont des tas d'idées. Évidemment, ils ont des tas d'idées. Et dans le tas d'idées, il y a des choses intéressantes, il y a des choses directement opérationnelles, il y a des choses qui répondent à des projets globaux et il y a des choses qui sont à mettre de côté parce que pas dans la stratégie, parce que pas opérationnelles ou ne répondant pas à la vision globale. Donc aujourd'hui, dans nos étapes, on en est là, c'est-à-dire que tout ce travail de tri, de priorisation de ce qui ressortait des groupes de travail a été fait et on passe à une étape de chantier sur des sujets que l'on sait pouvoir mener et devoir mener par rapport au contexte que j'évoquais tout à l'heure, en copilotage, membre du CODIR et directeur régional. Parce que ce qui est important dans l'exercice, c'est de donner une suite aux collaborateurs. Ça, c'est une exigence du projet, puisqu'on est allé les chercher au début à la prise de température, puis sur l'identification de leviers d'amélioration, on leur doit une suite. Ça ne peut pas évidemment rester en l'état. Et ça, c'est une exigence pour l'organisation et pour les managers, puisque en même temps qu'ils font ça, ils doivent assurer tout le reste. C'est une exigence. Et l'autre point d'attention dans cette étape, ce que je voudrais souligner, et que j'ai un petit peu évoqué, c'est le fait on leur doit la vérité, on leur doit l'honnêteté. C'est-à-dire que dans toute la matière qui ressorte, il y a des sujets qui ne pourront pas être suivis parce que pas pertinent, parce que pas stratégie, parce que, etc. Et là, on touche aussi à la difficulté de l'exercice, c'est qu'en termes de stratégie, tout n'est pas forcément le fruit d'un travail collaboratif avec tous les niveaux de hiérarchie de l'entreprise. Donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper dans les rôles de qui fait quoi. L'équilibre n'est pas toujours simple à trouver. Et si l'objet, c'est de garder la motivation des salariés et qu'on leur donne le sentiment à un moment donné de les avoir fait travailler sur des sujets et de ne pas en tenir compte, on a un effet boomerang assez désastreux. Donc voilà, c'est un projet qui est exigeant parce qu'on embarque les équipes et il faut aller au bout de la logique, mais il est exigeant aussi avec des points d'attention et de vigilance parce qu'on doit la vérité, la transparence et l'honnêteté vis-à-vis des collaborateurs sur des sujets qu'on ne pourra pas concrétiser, soit dans le temps, soit qu'on ne pourra pas du tout concrétiser parce que ça ne correspond pas à la stratégie de l'entreprise. Pour illustrer ce que dit Stéphanie, on a, après la restitution Rôle Scanner, après que les équipes de direction d'abord et puis que les collaborateurs se soient vraiment imprégnés de ce qui était important et de ce qui remontait par Rôle Scanner du terrain, on a organisé 12 ateliers. Il y a eu 40 collaborateurs qui ont travaillé sur ces 12 ateliers. Et ils ont travaillé à partir des propositions qui leur semblaient les plus importantes sur Rôle Scanner, et en atelier, ils les ont opérationnalisées. Ils les ont rendues beaucoup plus concrètes, beaucoup plus applicables, et ils ont fait remonter une centaine de propositions filtrées par les ateliers, travaillées par le terrain. Et vous voyez, cette marguerite, c'est une marguerite de thèmes. C'était une marguerite de thèmes sur lesquels les gens ont formulé des propositions. Alors, ça pouvait être des propositions sur l'outil informatique, sur l'intranet, sur le sens des rôles, sur la manière de travailler en binôme les uns avec les autres, sur la manière de désigner des référents, sur la manière de se spécialiser ou pas par pôle,
des propositions pour alléger la charge administrative ou pour la répartir autrement, des propositions pour allouer les gens, pour développer la valeur ajoutée du métier, pour développer les processus, pour travailler sur la communication, sur les ressources humaines. C'était vraiment très, très pratico-pratique. Et toutes ces, comme le disait Stéphanie, toutes ces propositions remontées du terrain avaient besoin d'être filtrées. L'idée, ce n'est pas de faire de fausses promesses, mais c'est simplement de travailler tous ensemble cette matière jusqu'à la trier et jusqu'à ce que la gouvernance du projet, la gouvernance de 2i, retienne 15 propositions de toute cette matière. Et on avait été très, très clair avec les équipes sur on ne pourra pas tout faire, mais on va se concentrer sur les choses les plus importantes qui ressortent de votre travail. Ce qu'il faut en tenir de ces ateliers, c'est que c'était quand même un acte identitaire fort, puisque parmi tout l'ensemble des participants, il y avait des collaborateurs, donc des représentants des deux métiers, mais issus des ex-OPCA, donc des entités d'origine et de régions toutes différentes. Donc l'aspect vertueux en fait de ces ateliers-là, c'était d'écrire une vision en fait commune et partagée de personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui n'avaient jamais été en contact et qui, sans ces ateliers, n'auraient certainement jamais été amenées ou rarement amenées à communiquer entre eux. Donc ces propositions, elles ont le mérite déjà d'encourager l'intelligence collective, mais également de continuer à contribuer à la mise en place de ce projet OPCO2I, où il y avait vraiment donc cet enjeu aussi d'identité et de culture commune à créer. Je te repasse la main, Bruno. Merci beaucoup, Anne-Laure. Donc, écoutez, voilà pour un premier survol du projet, une première présentation de ce projet. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat qui apparaissent déjà Alors, il y avait une question. C'était, je souhaiterais savoir quelle était la durée de la mission de Grand Alexander au sein de OPCO2I. La mission est-elle terminée et la nouvelle organisation est-elle en place? Alors, je vais peut-être juste répondre sur les deux premières phases et puis surtout laisser Stéphanie mettre le projet en perspective. La durée de la mission, le démarrage a eu lieu en juin 2020. L'étude digitale de l'organisation, le scanner de l'organisation, donc, a eu lieu en juillet et en août. Les restitutions se sont déployées dans l'entreprise en septembre et en octobre, en cascadant en cascadant hiérarchiquement dans l'organisation, en descendant dans l'organisation. Les ateliers se sont déployés sur la période novembre, décembre, janvier. Là, cette fois-ci, on entre en 2021. Et puis, le tri des propositions, l'opérationnalisation des propositions, le tri des propositions et leur sélection vient de se terminer. Donc, ça fait un petit peu moins d'un an aujourd'hui. Les propositions sont en cours d'application, non, Stéphanie, me semble-t-il? Oui, donc la mission en tant que telle, Grant, est terminée. La balle est dans notre camp, à nous, en autonomie, je dirais. Et effectivement, on a terminé cette priorisation de chantier dont on vient de lancer concrètement les opérations il y a quelques jours. Voilà. Donc les chantiers, ça porte sur la compétence. Compétences de nos conseillers, compétences de nos gestionnaires par grand métier, mais il nous a déjà été aussi exprimé le besoin d'avancer rapidement sur les fonctions de support. Donc elles sont un peu mises de côté dans le projet en tant que tel, mais elles sont travaillées parallèlement par les équipes RH et par les directeurs du comité de direction. Il y a les sujets système d'info. Il y a les sujets offre de services et rôle de proximité vis-à-vis des entreprises. Donc voilà, on a une dizaine de chantiers à peu près qui ont été identifiés, priorisés et qui sont menés de la façon dont j'ai indiqué. Donc les principaux changements d'orga ont été faits. Des signaux forts ont été mis en place tout de suite vis-à-vis des équipes. Ça, c'était important aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de donner une suite et des signaux
rapide de prise en compte de la matière du projet, en l'espèce sur la communication interne. Là, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place en application directe des remontées des groupes de travail issus du projet. Voilà, donc c'est une mission qui s'est terminée sur cette partie préparatoire, je dirais. Et là, on est dans la phase opérationnelle de mise en place de chantier et d'ajustement de nos organisations. Merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Non, pas pour l'instant. Je crois qu'on peut avancer. Ah, oui, alors si, il y a une question. Excuse-moi, Bruno, il y a une question qui est: avez-vous impliqué les CSE et ou syndicats? Oui, il y a eu des présentations en CSE sur à peu près tout ce que je viens de vous expliquer, notamment les groupes de travail et les suites engagées. Alors, la question de l'implication des partenaires sociaux est une question vraiment très, très importante. Là, on a été particulièrement vigilant sur la manière de communiquer la transformation. On a essayé de rendre très, très clair dès le début que cette transformation, c'était une transformation qu'on faisait pour l'entreprise, bien sûr, mais qu'on faisait aussi pour développer le sens des rôles des collaborateurs. Si vous voulez, une transformation, c'est deux projets en un. C'est un projet de transformation de l'organisation pour le collectif, mais c'est aussi un projet pour que chacun d'entre nous puisse avoir un rôle qui va faire plus de sens pour lui, un rôle dans lequel on va avoir quelque chose à gagner, que ça soit de meilleures relations avec ses collègues, plus de compétences, des montées en expertise, plus de travail transversal. Il y a vraiment toujours dans chaque transformation deux projets. Un projet pour l'entreprise et un projet pour les personnes. Ça aide. Ça aide grandement à ce que le projet soit accepté par les équipes. Ce qui aide aussi, peut-être que je peux montrer un autre document. Ce qui aide aussi, c'est de travailler avec les équipes très, très concrètement sur le sens des rôles. Ça aide à l'acceptation par les collaborateurs, bien sûr, et puis par les partenaires sociaux. Alors, pour donner un exemple de ça, dans les petits ateliers dont parlait Stéphanie, on a demandé aux gens de travailler sur leur rôle et de décrire leur rôle. Donc, vous voyez, ils ont utilisé un autre outil digital qu'on appelle Role Crafting, et c'est un outil qui permet de cartographier les rôles. Et donc, chaque personne là va décrire, alors ça se déploie, donc ça marche un peu, si vous voulez, comme un mind mapping, sauf que c'est un role mapping et que les missions ou les activités qui sont problématiques pour la personne vont apparaître en couleur rouge ou orange. Donc on voit tout de suite les points de progrès, les missions sur lesquelles il faut travailler plus particulièrement. Et là, vous les voyez en rouge, l'épaisseur des traits elle est proportionnelle au temps passé. Donc là, dans ce cas d'école qui n'est pas au Opco2i non plus, on voit qu'il y a un vrai sujet pour certaines personnes qui travaillent sur l'intégration de sociétés nouvellement acquises. Imaginez que dans les petits groupes de travail, les ateliers se présentent leur rôle, les personnes se présentent leur rôle, et chacun va découvrir le rôle de l'autre. Et même s'ils ont les mêmes titres, même s'ils ont les mêmes fonctions, en réalité, ils font leur travail complètement différemment les uns des autres. Donc, ils vont découvrir des choses. Ah, toi, tu fais comme ça, et moi, je fais comme ça. Et dans les petits ateliers, ils vont s'enrichir leur manière de vivre leur rôle et de faire leur rôle, et ils vont construire ensemble des versions enrichies de leur rôle. Et là, je vais vous montrer un exemple New Role. Voilà. New Role, c'est un exemple de travail fabriqué sur un rôle pour enrichir ce rôle.
Et donc, les gens vont pouvoir se projeter. C'est un mot très, très important. On leur donne des éléments pour se projeter dans des rôles qui font plus de sens et faire à leur hiérarchie et faire à la gouvernance du projet des propositions pour que leur rôle fasse plus de sens. Et donc maintenant, pour revenir aux partenaires sociaux, pour vous donner un exemple d'une autre société avec laquelle on a travaillé, dans les ateliers, les collaborateurs ont fabriqué ces scénarios de petits rôles et ils ont même exprimé leurs préférences. Ils ont fait des propositions en disant, mais en P1, P2, P3, voilà ma proposition numéro 1, la 2, la 3. Et puis, la direction de l'entreprise a trié et à nouveau ces propositions. Elle a essayé de les prendre en compte au mieux possible. Et puis, elle a annoncé l'organisation et elle a annoncé qui allait dans ces nouveaux rôles. Et là, la grande surprise, en fait, c'était une surprise pour nous tous, c'est que 93% des gens dans la réorganisation ont pu avoir leur P1, leur choix numéro 1. Et donc, je reviens au CSE et à la question sur les partenaires sociaux, c'est que quand on a fait le tour de table en CSE, qu'on a présenté le travail sur la réorganisation, il y avait un des leaders des syndicats de l'entreprise, et puis on l'a interrogé aussi, et lui, il était au milieu de cette réorganisation. Ses équipes, c'était des équipes qui avaient été complètement impliquées dans ces chantiers et qui avaient travaillé sur ces propositions d'enrichissement de rôle. Et quand on lui a demandé, mais alors qu'est-ce que vous pensez de cette transformation, sa réponse littéralement, ça a été dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jamais vu une réorganisation comme ça. 93% des gens ont eu leur P1. Donc voilà, c'était une surprise et en même temps un plaisir pour nous tous d'entendre ça. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout promettre, mais ça veut dire que en combinant bottom-up et top-down, on peut vraiment affiner ensemble une vision aussi juste que ce qu'il est possible de faire pour améliorer l'organisation. Bruno vient de le dire, piloter une transfo, ce n'est pas calquer en force un nouveau cadre sur une organisation en place. Et le fait d'encourager effectivement l'intelligence collective, l'intelligence collaborative, poser du temps d'attention aux collaborateurs, 2, les engager en les interrogeant d'abord sur leur état, ce qu'on avait à travers le diagnostic, 2, de les inviter à s'exprimer sur comment est-ce qu'on peut être acteur de la transformation en émettant des propositions. La façon de le faire est déjà en soi une façon de déminer, ou en tout cas, à défaut de déminer, en tout cas d'améliorer et de garantir un climat social, un dialogue social apaisé, puisque les collaborateurs sont au cœur de la transfo. Voilà quelques éléments de retour d'expérience, mais juste pour dire que ce que vous avez vu, ces méthodes collaboratives, ces outils digitaux, qu'ils soient collectifs ou individuels, ce sont des outils et des méthodes qui sont utiles dans beaucoup de contextes. Dans des contextes de rebondir après le Covid, des contextes de télétravail, des contextes de préparer la rentrée sociale, des contextes de limiter les risques psychosociaux. C'est également utile pour faire des réorganisations, pour travailler sur la transformation digitale de l'entreprise. C'est utile pour rendre plus opérationnel et plus pratique les enquêtes d'ambiance et les baromètres RH, dans des contextes de fusion-acquisition, etc. Donc voilà quelques contextes possibles. Est-ce qu'on a de nouvelles questions dans le chat? Non, pas pour l'instant. N'hésitez pas d'ailleurs, parce qu'il nous reste quelques minutes avant la fin, donc n'hésitez pas à écrire vos questions ou dans le question-réponse ou dans la discussion. Donc
on va prendre des questions-réponses pendant que les questions s'écrivent dans le chat. Et je voudrais revenir à l'image qu'on avait prise au début de ce webinaire. Cette image, vous savez, c'est ces équipes qui sont à l'avant du bateau et qui se prennent des paquets d'eau dans la figure. Une des leçons, il y en a beaucoup, mais une des leçons qu'on a apprises, c'est que pour donner du sens au changement, il est important que la traversée soit pas un tour du monde en solitaire sur le bateau, mais qu'il y ait des étapes, que le bateau fasse escale dans des ports et que le soir, les équipes savent qu'on va atteindre tel port. Et concrètement, atteindre tel port, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un REX. C'est tout bête, mais les équipes ont besoin qu'à certains moments dans le projet, on lève la tête, on leur fasse un feedback et qu'on puisse se dire, ben, voilà ce qu'on a appris entre nous, voilà ce qu'on sait qui a marché, voilà les leçons qu'on en tire. Et que chaque arrivée dans chaque port soit une occasion de célébrer des petites victoires, de se dire ce qu'on a appris et de corriger le tir. C'est vraiment très important de séquencer les projets et de construire des étapes. Je ne sais pas si vous voulez commenter, Stéphanie, sur les étapes et le sens des retours d'expérience ou... Enfin, c'est majeur, la notion d'étape, elle est majeure. C'est un projet qui se rythme et il faut garder ce rythme. Si je reprends aussi le diagnostic de départ sur l'état d'esprit des collaborateurs en général, et nous, on n'y a pas échappé chez 2i, hein, sur voilà, une ambiance un petit peu compliquée et renforcée dans le contexte Covid. J'aurais pu dire aussi que dans le contexte, on a aussi géré un déménagement, mis en place un système de flex office. Donc, voilà, encore des éléments de changement qui n'étaient d'ailleurs pas envisagés avant le confinement. C'est vraiment le confinement et le télétravail qui ont aussi enclenché ces réflexions sur des nouveaux modes de travail et des nouveaux modes collaboratifs. Donc, il y a une ambiance un peu particulière dans les équipes qui nécessite, je reviens sur la notion d'exigence dans le pilotage de ce projet et ce rythme à la fois dans les étapes et dans les temps de report que vous avez souligné, Bruno. Un point d'attention aussi dans les étapes, c'est celle des ateliers où il y a toute cette matière qui ressort, mais où ça peut aussi, si on n'y prend pas garde, en tout cas dans l'animation, prendre une tournure de je liste tout ce qui ne va pas. On peut très vite tomber dans un aspect très vision négative des sujets et rien ne va et le bateau ne va jamais arriver, on va tous couler. Voilà, si on n'y prend pas garde dans l'animation, si on laisse les collaborateurs tous, je ne dis pas que c'est ce qui a été fait, mais on peut aussi très vite avoir une espèce d'entretien collectif sur le thème de tout ce qui ne va pas. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, le point de vigilance dans les étapes, c'est ce rythme et cette attention à toujours relativiser, objectiver, contextualiser, ce qui aussi est du ressenti à un moment donné. Donc, le ressenti se gère, se tient en compte, mais il faut aussi le relativiser dans l'animation des groupes pour ressortir du positif. Parce que le but du jeu, c'est quand même de positiver tout ça. Voilà. Exactement. C'est vrai que les ateliers, du coup, étaient effectivement articulés en 2 temps. Il y avait un temps d'écoute, parce que c'était important de tendre le micro. Il y avait un temps d'échange pour voir si c'était un regard partagé ou pas, ce qui permettait du coup de dégonfler un peu les affects et de dire est-ce que c'est un ressenti subjectif ou est-ce que c'est un sujet objectif qui concerne tout le monde. Et le 3e temps était justement une mise en avant où là on les projetait, donc ok, et demain, est-ce qu'on a envie que ça marche, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Donc il y avait vraiment ce séquençage dans l'animation des ateliers. Je profite d'avoir le micro pour me poser une question qui vient d'arriver dans le chat. Vous est-il arrivé d'aller au-delà de l'aide à la structuration de chantiers prioritaires jusqu'à l'animation de la mise en œuvre? Si oui, comment? Et bonjour à Yogan qui pose cette question. Merci pour la question. On essaie de marcher avec vous
de marcher à côté de vous dans la mise en œuvre. Par exemple, animer un atelier quand l'équipe a besoin d'être écoutée au départ. Et ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup de ressenti. Donc le temps 1, c'est le temps de l'humilité. Et puis après, il y a le temps de la cohésion va se créer dans le groupe. On va se sentir solidaire. Il y a un proverbe africain que j'aime bien citer, qui est « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes ». Et quand on sent que dans le groupe se crée cette cohésion, qu'on arrive à être solidaires les uns des autres, à ce moment-là, on peut, comme disait Anne-Laure, entrer dans un nouveau temps, le temps de la projection. Et on va se projeter dans quelque chose de positif. C'est le moment où on peut relever la tête. C'est le moment où on va se concentrer sur ce qu'on peut faire tous ensemble. Et dans ces ateliers, avec les équipes, on s'engage pour se projeter, pour les aider aussi à se projeter vers un temps positif. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché hier soir. Vous savez qu'il y a eu un événement sportif important hier soir et que Kylian Mbappé a raté un penalty. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir le tweet de Pelé. Pelé, bon, évidemment, ce n'est pas un secret qu'il encourage Mbappé depuis qu'il est jeune. Et donc, il a envoyé un message, et le message, c'était lève la tête, Kylian, lève la tête, Kylian. Demain, c'est le premier jour d'un nouveau voyage. Et c'est exactement ça. Si vous voulez, à la fin d'un atelier, c'est demain est le premier jour d'un nouveau voyage, et levons la tête tous ensemble. Est-ce que Stéphanie, vous voulez le mot de la fin prendre le mot de la fin? Je suis un peu troublée, là, cette référence à la défaite d'hier soir, c'est un peu dur quand même. Ah oui, mais au premier jour du nouveau voyage, je suis sûr que Kylian Mbappé sera encore plus performant et que l'équipe de France montera encore plus haut. Bon, bah, oui, c'est comme ça qu'il faut voir. Mais ça prouve aussi ce qui s'est passé hier soir, la nécessité de garder le rythme sur la gestion d'un projet et l'humilité, parce qu'effectivement, rien n'est jamais acquis. Les aléas sont là et peuvent influencer les trajectoires. Donc, voilà, donc nous, le nouveau voyage, il a commencé. Je redis ce que je disais au départ, c'est-à-dire que l'intérêt de ce projet, c'est qu'il est très opérationnel pour nous. Ce n'est pas un projet cosmétique pour dire on a fait quelque chose pour accompagner la transformation, c'est vraiment une aide concrète à cette transformation à travers l'identification et la conduite de chantiers opérationnels pour les équipes. Voilà, donc l'histoire commence et elle sera associée, ça peut-être c'est important de le souligner, d'une nouvelle prise de température. C'est une demande des managers. Les premières projections qui ont été montrées avec les scanners et les visuels en couleur des réactions des individus et des équipes à différentes thématiques, ça, les managers souhaitent qu'on reprenne cette température dans quelques temps. Ils auraient même voulu qu'on le fasse rapidement, souvenez-vous, Bruno et Anne-Laure, pour voir tout de suite les effets, les évolutions et les progressions. Donc, on a un petit peu relativisé le temps de cette deuxième prise de température parce qu'il il a fallu le temps d'écoute, le temps des ateliers, le temps de l'ouverture des chantiers, et on y reviendra vraisemblablement dans quelques mois. Mais ça fait partie aussi des suites et des étapes de montrer les progressions. Et comme on a un outil très visuel, les équipes ont complètement adhéré à cette capacité d'avoir rapidement les effets de leur décision et de leur mise en œuvre. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir. Merci à vous tous. Ravi d'avoir été avec vous ce soir et puis on vous souhaite une belle traversée dans toutes vos transformations. Voilà. Ça va à votre disposition pour continuer les échanges, bien évidemment, si vous souhaitez le faire en dehors d'un format webinaire. Bonne journée à vous. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.